Mon nom est Monica, j'ai 61 ans et hier soir mon propre fils m'a frappé jusqu'à me faire saigner, à cause d'une soupe sans sel. Pendant que je restais au sol de la cuisine à nettoyer mon propre sang avec un vieux chiffon, lui est parti tranquillement dans sa chambre, a fermé la porte et s'est endormi comme si rien ne s'était passé, comme si frapper sa mère était la chose la plus normale du monde. Ce matin je me suis réveillé avec le corps endolori, des bleus sur les bras et une coupure à la lèvre qui me fait encore mal quand je parle. Mais ce qui me fait le plus mal, ce ne sont pas les coups, c'est l'humiliation. C'est savoir que mon propre fils, que j'ai élevé avec tant d'amour, à qui j'ai tout donné, me voit comme si j'étais sa servante personnelle, comme si ma seule fonction dans ce monde était de le servir et de me taire. Je me suis levé à 5 heures du matin, comme tous les jours. Ivan était déjà réveillé, assis à la table de la cuisine avec son costume gris impeccable, regardant son téléphone. Il ne m'a même pas regardé quand je suis entré. Il a juste dit sans lever les yeux, le petit déjeuner, vite. J'ai une réunion importante. Comme si rien ne s'était passé, comme si la veille au soir il ne m'avait pas crié que j'étais inutile, que je ne servais à rien, que si je n'étais pas sa mère il m'aurait déjà jeté à la rue. J'ai préparé ses œufs brouillés exactement comme il les aime, avec 3 cuillères de fromage râpé, 2 tranches de pain grillé, du café noir sans sucre. Tout parfait, mesuré au détail, parce que si quelque chose est mal, même minime, il explose. Et quand Ivan explose, c'est moi qui paie les conséquences. Pendant qu'il déjeunait, j'ai entendu une clé dans la porte d'entrée. C'était Paola, sa femme, une jeune femme élégante, qui me salue toujours avec un faux sourire et me traite comme si j'étais invisible. Elle est entrée avec sa robe vert clair et ses talons hauts, a embrassé Ivan sur la joue et s'est assise à la table comme si elle était la propriétaire de la maison. « Bonjour Madame Monica », m'a-t-elle dit avec cette voix douce qu'elle utilise seulement quand Ivan est présent. « Comment allez-vous ce matin ?» J'ai voulu lui dire que je m'étais réveillée couverte de bleu, frappée par son mari, que j'avais mal partout et que je n'en pouvais plus. Mais au lieu de ça, j'ai souri et j'ai dit « Bien, merci ». Paola va prendre son petit déjeuner ? Ivan m'a lancé un regard d'avertissement. Ses yeux me disaient clairement, un seul mot de travers et ce soir ce sera pire. Alors il a ajouté, avec ce faux sourire qu'il utilise seulement devant les autres. Regarde maman, je t'ai acheté ce nouveau maquillage. Il t'ira parfaitement. Couvre ces petits coups que tu t'es fait hier soir en trébuchant. Oui, petits coups. C'est comme ça qu'il appelle ce qu'il m'a fait, comme si c'était un accident, comme si j'étais tombée toute seule contre son poing. J'ai pris le maquillage sans rien dire. C'était un fond de teint cher, de ceux qui coûtent plus de $50. Sûrement acheté avec mon argent de retraite, parce que c'est lui qui gère tout mon compte bancaire. Il dit que c'est pour mon bien, qu'à mon âge je ne peux plus gérer l'argent seul. La vérité est que je n'ai pas vu un seul centime de ma pension depuis 2 ans. Paola le regardait avec des yeux pleins d'admiration. Comme tu es attentionné, mon amour. Toujours à prendre soin de ta maman. Si seulement elle savait. Si elle savait que son mari parfait, ce cadre à succès qui gère des comptes de millions au bureau, rentre à la maison tous les soirs pour décharger sa frustration sur moi. Après le petit déjeuner, Ivan a mis sa cravate rouge, a pris sa mallette et m'a chuchoté à l'oreille pendant que Paola se maquillait. Rappelle-toi de ce qu'on a dit hier soir. Si un jour tu ouvres la bouche, si tu racontes à quelqu'un ce qui se passe ici, tu vas le regretter. Personne ne te croira. Tu es une vieille folle qui vit de la charité de son fils. Ces mots m'ont glacé le sang. Ils sont partis ensemble, main dans la main, comme le couple parfait qu'ils font semblant d'être. Je les ai vus par la fenêtre monter dans la nouvelle voiture noire des Ivan, une berline qui a coûté plus de $4000. Mon argent. Tout acheté avec mon argent. Quand la maison est redevenue silencieuse, je me suis assise dans la cuisine et j'ai commencé à pleurer. Pas des larmes de tristesse, mais de rage. De l'impuissance, parce que je sais que je dois faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je sais que je ne peux pas continuer à vivre comme ça, mais je ne sais pas non plus comment sortir de ce cauchemar. Je suis restée assise dans cette cuisine silencieuse pendant des heures, regardant la lumière du soleil glisser lentement sur le carrelage du sol. Cette maison était autrefois mon refuge. Je l'ai achetée il y a 30 ans avec l'argent que j'ai économisé en travaillant comme secrétaire exécutif dans le cabinet d'avocats Morrison et Associés. 40 ans de ma vie consacrée à ce travail, me levant à 5 heures, toujours ponctuel, organisant la vie des autres. Je n'aurais jamais imaginé finir prisonnière dans ma propre maison. Tout a commencé il y a 3 ans, quand Ivan a divorcé de sa première femme.
Il est arrivé chez moi un soir avec une valise à la main et ce regard d'enfant perdu qui faisait toujours fondre mon cœur. Maman, j'ai besoin de rester ici un moment. Juste le temps de régler ma situation financière. Il m'a dit que le divorce l'avait laissé ruiné, qu'il avait perdu sa maison, qu'il n'avait nulle part où vivre. Moi, comme la mère naïve que j'ai toujours été, j'ai ouvert ma porte et mon cœur. Bien sûr, mon fils, c'est ta maison aussi. Quelle naïveté. Je ne savais pas que j'invitais le démon à vivre avec moi. Les premiers mois, tout semblait normal. Ivan se levait tôt, allait travailler, revenait le soir, nous dînions ensemble, il m'aidait même avec les courses. J'ai cru que nous aurions enfin la relation mère-fils dont j'avais toujours rêvé. Mais petit à petit, les choses ont changé. D'abord ce furent de petites remarques. Maman, cette nourriture est trop salée. Maman, pourquoi tu ne nettoies pas mieux la salle de bain? Maman, tes vêtements sont trop froissés, c'est honteux. Des commentaires qui me blessaient, mais que je justifiais en pensant qu'il était stressé par le divorce. Puis il a commencé à s'occuper de mes finances. Maman, à ton âge tu ne devrais pas gérer autant d'argent liquide. C'est dangereux. Laisse-moi t'aider avec tes comptes. Et moi, comme l'idiote que je suis, je lui ai donné accès à mon compte bancaire. Je pensais, c'est juste pour m'aider. C'est mon fils, il ne me ferait jamais de mal. Comme je me trompais. En 6 mois, Ivan s'était emparé complètement de mon argent. Ma pension de $1200 par mois allait directement sur son compte. Il me donnait $10 par semaine pour mes dépenses personnelles, comme si j'étais une enfant recevant de l'argent de poche. Quand je lui demandais où allait le reste, il me disait « Maman, j'investis tes économies pour les faire grandir. Fais-moi confiance. » Puis est arrivée Paola, une femme de 25 ans plus jeune que lui, avec un sourire parfait et une ambition visible à des kilomètres. Ivan l'a rencontrée à son bureau, où elle travaillait comme assistante marketing. 6 mois plus tard, ils se sont mariés lors d'une cérémonie qui a coûté plus de $1000. Mon argent, bien sûr. Depuis que Paola est entrée dans nos vies, tout a empiré. Ivan a commencé à me traiter comme la servante de la maison. Maman, prépare le dîner pour Paola et moi. Quelque chose d'élégant, elle est habituée au raffiné. Maman, nettoie la salle de bain des invités. Des gens importants viennent. Maman, lave cette chemise à la main. Elle est trop chère pour la machine. Et moi, j'obéissais toujours. J'obéissais parce que j'avais peur qu'il se fâche, peur qu'il mette sa menace à exécution, me jeter de ma propre maison. Car même si légalement la maison est à moi, Ivan m'a convaincu de mettre aussi son nom sur l'acte, au cas où il m'arriverait quelque chose. La violence a commencé il y a 1 an. Au début, ce furent des bousculades, accidentelles, puis des pincements au bras quand je ne faisais pas ce qu'il voulait. « Tu m'énerves, maman. Tu es trop lente. » Puis ça a évolué, coup à l'épaule, gifle quand la nourriture ne lui plaisait pas, coup de poing dans le dos si je ne nettoyais pas assez vite. Mais hier soir, c'était différent. Hier, il a franchi une ligne que je n'aurais jamais imaginée. J'avais préparé une soupe de légumes pour le dîner. C'était mardi, et les mardis nous dînons toujours légers. J'ai mis la table avec soin, j'ai servi le pain grillé, la soupe chaude, tout parfait. Ivan est rentré fatigué du bureau, s'est assis sans me saluer, a pris la première cuillerée et son visage a changé. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il crié en recrachant la soupe dans l'assiette. « Il n'y a pas de sel, ça a le goût de l'eau. » Je me suis excusé tout de suite. « Pardonne-moi, mon fils. J'ai oublié le sel. Laisse-moi en ajouter un peu. » Mais c'était déjà trop tard. Ivan s'est levé de table comme un animal sauvage, a pris l'assiette de soupe et me l'a jetée au visage. Le liquide brûlant m'a échaudé la joue. Les morceaux de porcelaine m'ont coupé la lèvre. « Tu es une incapable » a-t-il crié en me serrant le bras si fort que j'ai su que ça laisserait des bleus. 40 ans à travailler comme secrétaire et tu n'es même pas capable de préparer une soupe correcte. Tu fais pitié. Il m'a poussé contre le mur de la cuisine. Ma tête a heurté le carrelage et j'ai vu des étoiles, mais il n'a pas arrêté là. Il m'a donné une gifle si forte que mon oreille a bourdonné pendant des heures. Puis une autre, et encore une autre. Demain, Paola vient déjeuner, m'a-t-il dit alors que je me couvrais le visage avec les mains. Là elle va amener ses amis du travail. Je veux que tu prépares quelque chose de spécial, et ça a intérêt à être parfait. Parce que si tu nous fais honte,
si tu montres une seule fois à quel point tu es pathétique, je te jure devant Dieu que je te sors de cette maison à coups de pied. » Après ça, il s'est calmé, comme toujours après m'avoir frappé. Il s'est penché, m'a aidé à me relever, m'a essuyé le sang sur la lèvre avec une serviette. « Pardonne-moi maman, dit-il d'une voix douce. C'est que ça me frustre de te voir comme ça. Je sais que tu peux faire mieux. Tout est pour ton bien, pour que tu apprennes. » Et il est allé dormir tranquillement, comme si rien ne s'était passé. Je suis resté éveillé toute la nuit dans la cuisine, à nettoyer les restes de soupe et les morceaux de porcelaine cassés du sol. Chaque petit bout que je ramassais, c'était comme ramasser les morceaux de ma dignité. Ma lèvre saignait encore, mais ce n'était plus seulement une douleur physique que je ressentais, c'était quelque chose de plus profond, de plus sombre. C'était la compréhension que mon propre fils, la personne que j'ai le plus aimée au monde, était devenu mon bourreau. Pendant que je nettoyais, j'ai commencé à me rappeler comment on en est arrivé là. Ivan n'a pas toujours été comme ça. Quand il était enfant, il était doux, affectueux. Son père nous a abandonnés quand il avait 8 ans, et depuis c'était seulement lui et moi contre le monde. J'ai travaillé en double poste pendant des années pour lui donner tout ce dont il avait besoin. Je l'ai mis dans la meilleure école privée que je pouvais payer. Je lui ai acheté des vêtements de marque, payé des cours de piano, d'anglais, tout ce qu'il demandait. Peut-être que c'est là que j'ai fait mon erreur. Peut-être que je l'ai trop gâté et qu'il n'a jamais appris la valeur du respect, de l'effort, de l'amour véritable. Je lui ai toujours tout donné sur un plateau d'argent, sans rien demander en retour. Et maintenant, 35 ans plus tard, c'est moi qui paie les conséquences de mes décisions. À l'aube, j'ai entendu ses pas descendant les escaliers. Mon cœur s'est mis à battre vite, comme toujours quand il est proche. C'est incroyable comment une personne peut vivre en état d'alerte constant dans sa propre maison. Il est entré dans la cuisine déjà habillé avec son costume noir, regardant son téléphone comme tous les matins. Cette fois, il ne m'a même pas demandé le petit déjeuner, il s'est juste assis et a attendu que je le lui serve. J'ai préparé ses œufs brouillés, son café noir, ses 2 tranches de pain grillé, tout dans un silence total. Il mangeait en répondant à ses emails, comme si j'étais invisible. À 7h30, Paola est arrivée. Cette fois, elle portait une robe jaune moulante et des chaussures à talons qui résonnaient sur le sol comme des coups de marteau. Elle était rayonnante, comme toujours. Je me demande si elle a déjà remarqué les bleus que j'ai, les marques sur mes bras, ma manière de sursauter chaque fois que Ivan hausse la voix. « Bonjour Madame Monica », me dit-elle avec ce sourire en plastique. « Ah, comment vous sentez-vous aujourd'hui ?»« Bien, merci, ai-je menti comme toujours. »« Vous allez prendre quelque chose au petit déjeuner ?»« Juste un café, s'il vous plaît. Light avec édulcorant artificiel. » Pendant que je lui servais le café, j'ai remarqué qu'elle m'observait du coin de l'œil. Ses yeux se sont arrêtés sur ma lèvre enflée, sur le bleu qui dépassait du col de ma blouse. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose, qu'elle allait me demander ce qui s'était passé. Mais au lieu de ça, elle a simplement détourné le regard et a continué à vérifier son téléphone. Ivan a fini son petit déjeuner et m'a fixé. « Rappelle-toi de ce que je t'ai dit hier soir, maman. Paola vient déjeuner avec 3 de ses amis. Je veux que tu prépares quelque chose de spécial. Pâte aux fruits de mer, salade César, dessert et achète du vin blanc. Du bon, pas cette saleté bon marché que tu as l'habitude d'acheter. » Il m'a donné 3 billets de $20 comme si c'était une grande générosité. $60 pour préparer un déjeuner pour 5 personnes, alors qu'il dépense ça pour une seule chemise. Et une autre chose, ajouta-t-il en s'approchant de moi pour me chuchoter à l'oreille pendant que Paola ne regardait pas. Mets ce maquillage que je t'ai acheté. Couvre bien ces marques. Si une de ses amies pose une question étrange, si quelqu'un commande ton apparence, tu vas le regretter. Tu m'as comprise. J'ai hoché la tête, sentant mes mains trembler légèrement. Il a souri, m'a embrassé sur le front comme le fils parfait qu'il fait semblant d'être, et ils sont partis ensemble. Dès que la porte s'est refermée, je me suis effondré sur une chaise de la cuisine. $60 pour un déjeuner élaboré. Les fruits de mer frais coûtent au moins $30 la livre. Le bon vin, encore $20. Comment suis-je censé faire des miracles avec si peu d'argent? Mais ce n'était pas seulement l'argent qui m'angoissait. C'était la pression de devoir agir normalement devant les amis de Paola, de faire semblant d'être la belle-mère heureuse d'une famille parfaite, alors qu'en réalité je suis une femme maltraitée dans ma propre maison.
Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain et je me suis presque pas reconnu. Ma lèvre était enflée et violacée. J'avais une petite coupure au coin. Mes yeux étaient rouges et gonflés d'avoir trop pleuré. Le bleu sur mon cou ressemblait à une tache sombre qui descendait jusqu'à ma clavicule. J'ai ouvert le maquillage que Yvan m'avait donné. C'était un fond de teint cher, d'une marque importée, du genre que les femmes élégantes comme Paola utilisent tous les jours. J'ai commencé à l'appliquer avec soin, couvrant chaque marque, chaque coup, chaque preuve de ce qui se passe réellement dans cette maison. Pendant que je me maquillais, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toutes les fois où j'avais déjà fait ça. Combien de matins je m'étais levé pour cacher des bleus, inventer des excuses sur des chutes et des accidents. Je me suis cogné à la table, la porte du placard m'a échappé, je suis tombé dans les escaliers. Un mensonge après l'autre, pour protéger la réputation de mon fils. Je suis sorti faire les courses avec ma liste en main et mon visage parfaitement maquillé. Au supermarché, j'ai essayé d'étirer ces $60 autant que possible. J'ai acheté des crevettes congelées au lieu de langoustines fraîches. Du vin de la marque la moins chère qui ne soit pas trop terrible, des pâtes en promotion. Chaque centime comptait. Pendant que j'attendais dans la file pour payer, une dame âgée s'est approchée de moi. C'était Claribel, ma voisine d'à accent grave côté, une femme d'environ 65 ans, veuve, qui a toujours été gentille avec moi. « Oh bonjour Monica », me dit-elle avec un sourire chaleureux. « Ah comment vas-tu, ma chère ? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue dans le jardin. »« Oh bonjour Claribel. Je vais bien, merci. J'ai été très occupé avec les choses de la maison. » Elle m'a regardé attentivement et j'ai remarqué que ses yeux s'arrêtaient sur ma lèvre, malgré le maquillage. « Tu t'es fait mal à la bouche ?» demanda-t-elle avec une inquiétude sincère. J'ai senti mon cœur s'accélérer. « Non, ce n'est rien. Je me suis cogné avec la porte du placard hier soir. Tu sais comme je suis maladroite. » Claribel a froncé les sourcils, mais elle n'a pas insisté. « Eh bien, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où j'habite. Je suis toujours à la maison l'après-midi. » Ces mots m'ont touché en plein cœur. Il y avait si longtemps que personne ne m'avait offert son aide de façon sincère, que personne ne m'avait traité avec une vraie gentillesse. Pendant un moment, j'ai eu envie de tout lui raconter, de lui demander de l'aide, de lui confier le cauchemar que je vis. Mais la voix d'Yvan a résonné dans ma tête. « Si un jour tu ouvres la bouche, si tu racontes à quelqu'un ce qui se passe ici, tu vas le regretter. Personne ne te croira. Tu es une vieille folle qui vit de la charité de son fils. »« Merci, Claribel, lui ai-je seulement répondu. « Tu es très gentille. » Je suis rentré à la maison et j'ai commencé à cuisiner comme une folle. Je devais tout avoir prêt pour midi quand Paola et ses amis arriveraient. J'ai nettoyé la maison de fond en comble, mis la table avec la belle vaisselle, arrangé des fleurs au centre. Tout devait être parfait. Pendant que je cuisinais, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qu'avait dit Claribel. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où j'habite. » Est-ce qu'elle soupçonne quelque chose? Est-ce qu'elle a entendu les cris qui viennent de ma maison la nuit? À 11h30, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. « Madame Monica Rivera ?» demanda une voix masculine. « Oui, c'est moi. Et ici le comptable de l'entreprise où travaille votre fils, Ivan. Nous devons parler d'urgence avec vous à propos de certaines irrégularités dans les comptes. Pourriez-vous venir au bureau cet après-midi? » Mon cœur s'est arrêté. Irrégularité. Je ne comprends pas. Je préfère ne pas parler au téléphone. Madame, pouvez-vous venir à 15h? C'est très important. J'ai raccroché en tremblant. Qu'est-ce que Yvan avait bien pu faire à son travail? Pourquoi m'appelait-il, moi? Un mauvais pressentiment s'est installé dans mon estomac. Mais je n'ai pas eu le temps de réfléchir davantage car Paola arrivait déjà avec ses amis. La sonnette a retenti exactement à midi. J'ai respiré profondément, retouché une dernière fois mon maquillage et je suis allé ouvrir la porte. Paola était là avec ses 3 amis, tout habillés comme pour un défilé de mode. Des robes chères, des sacs de créateurs, des chaussures qui coûtaient plus que ma pension mensuelle. « Bonjour Madame Monica », dit Paola avec cette voix douce qu'elle garde pour les grandes occasions. « Je vous présente mes amis. Voici Béatrice, elle travaille aux ressources humaines. Voici Brenda, du département marketing. Et voici Elvira, du service juridique. » Mon cœur a failli s'arrêter quand j'ai entendu le nom d'Elvira.
Ce n'était pas une coïncidence. Je l'ai regardée attentivement et c'était bien elle, Elvira Mendoza, ma sœur cadette, que je n'avais pas vue depuis plus de 2 ans. Elvira m'a regardé avec la même surprise, mais nous avons toutes les deux fait semblant. Elle a toujours été plus intelligente que moi, plus rusée. Elle a immédiatement compris que quelque chose de bizarre se passait, surtout quand elle a vu mon visage maquillé et mon attitude nerveuse. Enchantée, Madame Rivera, me dit-elle formellement, comme si elle ne me connaissait pas. Votre belle-fille nous a beaucoup parlé de vous. Je les ai invités à entrer dans la salle à manger, où j'avais mis ma plus belle nappe, la vaisselle en porcelaine héritée de ma mère, et les verres en cristal que je n'utilisais que pour les occasions spéciales. Tout avait l'air élégant, comme Ivan l'avait exigé. J'ai servi le déjeuner en essayant de garder les mains stables. Les pâtes aux crevettes étaient réussies, malgré le budget limité. La salade César avait l'air fraîche. Le pain était chaud. J'ai même réussi à préparer un tiramisu simple pour le dessert. Les femmes mangeaient et parlaient du travail, de leur vie, de leurs plans pour le week-end. J'allais et venais de la cuisine en servant plus de vin, en débarrassant les assiettes, comme l'hôtesse parfaite que j'étais censé être. Mais Elvira ne me quittait pas des yeux. Je connaissais ce regard. C'était le même que lorsqu'on était petite et qu'elle savait que je cachais quelque chose. Pendant tout le repas, elle m'a observé discrètement, étudiant chacun de mes gestes. Le repas est délicieux, a commenté Béatrice. C'est vous qui avez tout cuisiné, Madame Rivera. Oui, j'aime cuisiner, ai-je répondu avec un sourire forcé. C'est un plaisir quand c'est pour des personnes aussi charmantes que vous. Ivan a bien de la chance d'avoir une belle-mère aussi dévouée, a ajouté Brenda. De nos jours, c'est difficile de trouver des femmes qui se consacrent autant à la maison. Paola a souri fièrement. C'est vrai. Madame Monica est toujours attentive à tout. C'est comme avoir une employée de maison, mais mieux, parce qu'elle le fait avec amour. Ces mots m'ont transpercé comme des coups de couteau, mais j'ai gardé le sourire. Une employée de maison. C'est donc ainsi qu'elle me voyait. Pas une mère, pas une personne avec des droits et de la dignité, mais une servante gratuite. Elvira a raclé la gorge. Et vous faisiez quoi avant, Madame Rivera? Vous vous êtes toujours consacrée au foyer. Je n'ai pas répondu tout de suite, sentant un peu de fierté pour la première fois depuis longtemps. J'ai travaillé 40 ans comme secrétaire exécutive au cabinet Morrison & Associates. Je suis à la retraite depuis 3 ans. Les yeux d'Elvira se sont illuminés. Morrison & Associates était l'un des cabinets les plus prestigieux de la ville, où elle avait fait un stage pendant ses études de droit. C'est très intéressant, s'est-elle exclamée. Je connais ce cabinet. Ils ont une très bonne réputation. Vous avez dû connaître beaucoup de gens importants en toutes ces années. Oui, ai-je dit avec un sourire plus sincère. J'ai connu des juges, des procureurs, des avocats importants. J'ai même aidé sur quelques grandes affaires. Monsieur Morrison disait toujours que j'étais indispensable. Paola paraissait mal à l'aise avec le tournant de la conversation. Elle n'aimait pas que je sois au centre de l'attention, qu'on parle de mes réussites professionnelles. Elle a vite changé de sujet. Mais maintenant, Madame Monica est à la retraite, elle profite de son repos bien mérité, dit-elle avec son faux sourire. Ivan s'occupe de tout, de ses finances, de ses besoins. C'est un fils très responsable. Elvira m'a regardé fixement quand Paola a dit ça. Je connais ma sœur et je sais que ces mots lui ont semblé étranges. Une femme qui a travaillé 40 ans dans un grand cabinet n'a pas besoin que son fils gère ses finances. Le déjeuner a continué entre conversations banales, mais je sentais la tension monter. Elvira continuait à m'observer et je savais qu'elle avait remarqué quelque chose d'anormal. Quand je suis allé à la cuisine pour le dessert, elle m'a suivi. « Vous avez besoin d'aide ?» m'a-t-elle demandé, mais en réalité elle cherchait un moment pour me parler seule. « Non, merci, tout est sous contrôle », ai-je répondu en évitant son regard. « Monica », me dit-elle à voix basse en utilisant mon vrai prénom pour la première fois de l'après-midi. « Est-ce que tu vas bien ? Je te trouve différente. » Pendant un instant, toutes mes défenses sont tombées. J'ai voulu la serrer dans mes bras, tout lui raconter, lui demander de l'aide, mais à ce moment-là, j'ai entendu les clés d'Ivan à la porte d'entrée. Il était rentré du travail plus tôt que d'habitude. « Tout va bien, Elvira ?» lui ai-je dit rapidement. « Je suis juste un peu fatigué. » Ivan est entré dans la salle à manger avec ce sourire parfait qu'il utilise quand il y a des invités. Il a salué les femmes avec élégance,
a embrassé Paola sur la joue et m'a regardé avec approbation. Le déjeuner s'était bien passé, exactement comme il l'avait ordonné. « Ah, comment vont les plus belles dames du bureau ?» a-t-il dit avec ce faux charisme qu'il montre en public. « J'espère que ma mère vous a bien reçu. »« Parfaitement » a répondu Béatrice. « Votre mère est charmante. » Ivan a posé la main sur mon épaule et je me suis tendu automatiquement. Il a senti ma réaction et a serré un peu plus fort, comme un avertissement silencieux. « C'est la meilleure mère du monde » a-t-il dit, mais ses doigts s'enfonçaient dans mon épaule à travers le chemisier. Toujours attentive à tout le monde, toujours prête à se sacrifier pour la famille. Les femmes ont commencé à prendre congé après le dessert. Elvira a été la dernière à partir et, avant de sortir, elle m'a pris la main. « Ce fut un plaisir de vous connaître, Madame Rivera » a-t-elle dit à voix haute pour que Ivan entende, puis elle m'a chuchoté à l'oreille. « On se voit bientôt. » Quand elles furent toutes parties, Ivan a fermé la porte et son expression a complètement changé. Le masque du fils parfait a disparu et il est redevenu le monstre habituel. « Tu t'en es bien sorti » m'a-t-il dit froidement. « Pour une fois, tu ne m'as pas fait honte. » Ce n'était pas un compliment, c'était juste le constat que j'avais rempli mes obligations de servante. Pendant que je débarrassais et que je nettoyais la salle à manger, il est allé dans sa chambre pour se changer. Mais avant de partir, il m'a rappelé. « Au fait, demain le technicien vient vérifier ton ordinateur. Il dit que tu as consulté des pages bizarres. » Mon sang s'est glacé. Je n'avais pas d'ordinateur à moi, j'utilisais seulement le sien quand j'en avais besoin. Et la seule chose, bizarre, que j'avais cherchée récemment, c'était des pages sur la violence domestique, sur les refuges pour femmes battues, sur les lignes d'aide. Il savait que j'avais cherché des informations. Il savait que j'envisageais de demander de l'aide. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était encore le comptable de l'entreprise des Ivan. « Madame Rivera, pouvez-vous venir cet après-midi à 15 h? C'est urgent. » J'ai regardé l'heure. Il était 14h15. Ivan était dans sa chambre, probablement en train de faire la sieste. C'était ma chance. « Oui » ai-je dit à voix basse. « J'y serai. » J'ai pris mes clés, mon sac et je suis sorti de la maison en silence. Je ne savais pas ce qui m'attendait dans ce bureau, mais j'avais le pressentiment que ma vie était sur le point de changer pour toujours. En marchant vers l'arrêt de bus, j'ai repensé au mot d'Elvira. On se voit bientôt. Ma sœur avait remarqué quelque chose et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une petite étincelle d'espoir. L'immeuble de bureau où travaillait Ivan était un de ces gratte-ciel modernes du centre-ville, tout en verre et en acier, qui imposent le respect dès le trottoir. Je n'y étais jamais allé auparavant. Pendant toutes ces années, mon fils avait gardé sa vie professionnelle complètement séparée de moi, comme si c'était un secret que je ne devais pas connaître. Je suis monté au 18e étage, où se trouvaient les bureaux de Corporation Empresariale del Norte. La réceptionniste, une jeune femme avec un sourire professionnel, m'a dirigé vers le bureau du comptable. Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. Madame Rivera, m'a salué un homme d'une cinquantaine d'années, lunettes et costume. Je suis Adrian Castillo, comptable général de l'entreprise. Merci d'être venu si vite. Je me suis assise en face de son bureau en essayant d'avoir l'air calme, même si je tremblais à l'intérieur. Ses yeux avaient un sérieux qui m'a rendue encore plus nerveuse. Madame, j'ai besoin de vous poser quelques questions au sujet de votre compte bancaire, a-t-il commencé en ouvrant un dossier rempli de documents. Plus précisément sur certains mouvements que nous avons détectés ces derniers mois. Je ne comprends pas, ai-je dit d'une voix tremblante. Quel rapport entre mon compte et l'entreprise? Adrian m'a regardé avec un mélange de pitié et d'inquiétude. Madame Rivera, nous avons découvert que votre fils Ivan a utilisé des fonds de l'entreprise pour faire des virements vers son compte bancaire personnel, virements qui sont ensuite retirés depuis votre compte à vous. J'ai eu l'impression de recevoir un coup dans l'estomac. Ce n'est pas possible. Ivan est un employé exemplaire. Il ne ferait jamais ça. J'ai bien peur que si, a dit Adrian en me montrant une série de documents. Au cours des 6 derniers mois, il a détourné plus de 50 000 $. L'argent apparaît d'abord sur son compte personnel, mais immédiatement après il est transféré sur le compte que vous partagez avec lui. Mon monde s'est effondré. 50 000 $. Mon fils non seulement me maltraitait physiquement, mais en plus il m'utilisait comme complice involontaire dans ses vols. Mais je ne savais rien, ai-je dit, désespéré.
C'est lui qui gère tout mon compte bancaire. Je n'autorise aucun virement. Nous le savons, m'a dit Adrian avec douceur. C'est pour ça que je vous ai appelé avant d'engager des poursuites. Nous avons besoin que vous déposiez une plainte formelle pour usage abusif de votre compte bancaire. C'est la seule façon de blanchir votre nom dans cette affaire. J'ai eu la nausée. Je n'étais pas seulement victime de violences domestiques, j'étais maintenant aussi victime d'une fraude financière. Et le pire, c'est que mon propre fils m'avait transformé en sa complice sans que je le sache. Mais qu'est-ce qui va arriver à Ivan, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Si vous déposez la plainte, il sera arrêté pour détournement de fonds de l'entreprise et utilisation frauduleuse de comptes bancaires. Ce sont des crimes graves qui peuvent mener à entre 5 et 10 ans de prison. Je suis sorti de ce bureau en état de choc total. J'ai marché des heures dans les rues du centre sans but, en essayant de digérer toutes ces informations. Mon fils était un voleur, un criminel, et moi j'avais été son outil sans le savoir. Quand je suis enfin rentré à la maison, il était déjà 18 heures. Ivan était dans le salon en train de regarder la télévision comme si c'était un jour normal. En me voyant entrer, il m'a regardé avec cette expression de supériorité qu'il utilisait toujours. « Où étais-tu » m'a-t-il demandé d'un ton accusateur. « Je suis rentré du travail et tu n'étais pas là. » La maison était sale après le déjeuner. Pour la première fois depuis des années, je l'ai regardé droit dans les yeux sans baisser la tête. « J'étais dans ton bureau. » Son expression a changé immédiatement. Le masque de contrôle s'est fissuré une seconde et j'ai vu la peur dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« J'étais dans ton bureau, Ivan. J'ai parlé avec le comptable. Je sais ce que tu as fait. » Il s'est levé du canapé lentement, comme un prédateur prêt à attaquer. « Je ne sais pas de quoi tu parles, maman. Je crois que tu es confuse. »« 50 000 $, ai-je dit en sentant ma voix devenir plus ferme. « 50 000 $ que tu as volés à ton entreprise en utilisant mon compte bancaire. » Ivan s'est approché de moi et, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas reculé. Quelque chose avait changé en moi cet après-midi-là. Peut-être le fait de savoir que je n'étais pas seul, que d'autres savaient la vérité. « Écoute-moi bien, vieille stupide » m'a-t-il dit d'une voix basse et menaçante. « Tu n'as aucune idée de ce que tu dis. Cet argent m'appartient de droit. Tu me dois tout ce que j'ai investi en toi ces dernières années. La nourriture que tu manges, le toit que tu as, les vêtements que tu portes. Avec mon propre argent, lui ai-je répondu, avec ma pension, avec mes économies, avec l'argent que j'ai gagné en travaillant 40 ans. Il m'a attrapé par le bras, mais cette fois je ne suis pas restée silencieuse. Lâche-moi, ai-je crié de toutes mes forces. Il a été tellement surpris par ma réaction qu'il m'a effectivement lâché. Pendant 3 ans j'avais été sa victime silencieuse, et pour la première fois je lui criais dessus. « Tu es folle » m'a-t-il dit, mais sa voix n'était plus si sûre. « Personne ne va te croire. Tu es une vieille sénile qui ne sait même pas ce qu'elle dit. » Le comptable m'a cru, ai-je dit. Les documents parlent d'eux-mêmes. Les virements sont enregistrés. Tout est documenté. Ivan est resté en silence quelques secondes, le temps de digérer l'information. Puis son expression s'est encore durcie. « Si tu ouvres la bouche, si tu fais la moindre plainte, je te jure que je te détruis » m'a-t-il menacé. « Cette maison est aussi à mon nom. Je peux te mettre à la rue des deux mains, et sans mon aide, sans mon argent, tu vas mourir seul comme un chien. » Mais pour la première fois, ces menaces ne m'ont pas terrorisé. Il y avait quelque chose de différent en moi, une force que je ne connaissais pas. « Je n'ai plus peur de toi, Ivan » lui ai-je dit, et en le disant, j'ai compris que c'était vrai. Pour la première fois en 3 ans, je n'ai pas peur de toi. Il a levé la main pour me frapper, mais au même moment la sonnette a retenti. C'était Claribel, ma voisine. « Monica » criait-elle de dehors, « Monica, est-ce que tout va bien ?» J'entendais des voix. Ivan a baissé la main lentement. Il ne pouvait pas me frapper avec un témoin à proximité. Sa réputation comptait trop pour lui. « Va voir ce qu'elle veut » m'a-t-il dit entre ses dents. « Et t'avise pas de dire quelque chose d'étrange. » Je suis allé ouvrir la porte, les jambes tremblantes. Claribel était là, l'air inquiet, avec un plat de nourriture. « Oh bonjour ma chérie » m'a-t-elle dit. Je t'ai apporté un peu de ragoût que j'ai fait, mais j'ai entendu des voix fortes et je me suis inquiété. Par-dessus son épaule, j'ai vu qu'il y avait une autre femme avec elle. C'était Elvira,
ma sœur. Elle portait des vêtements décontractés et s'était attaché les cheveux, mais je l'ai reconnue tout de suite. Bonjour, dit Elvira en faisant semblant de ne pas me connaître. Je suis nouvelle dans le quartier et je rendais visite à Madame Claribel. J'espère qu'on ne dérange pas. Ivan est apparu derrière moi avec son faux sourire parfaitement en place. Aucun problème, mesdames. Ma mère était un peu agitée parce qu'elle a brûlé le dîner. Vous savez comment sont les femmes âgées avec ces choses-là. Claribel l'a regardé avec une expression que je n'ai pas su déchiffrer. Bien sûr, a-t-elle dit. Bon, Monica, voici la nourriture et rappelle-toi, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis dans la maison d'Accent grave côté. Elvira m'a regardé droit dans les yeux. Oui, Madame Rivera. N'importe quoi dont vous avez besoin, jour et nuit. Lorsqu'elles sont parties, Ivan a claqué la porte. Maudite vieille indiscrète, a-t-il marmonné. Mais ce n'est pas fini. Demain, on va ensemble à la banque et tu vas signer tous les papiers que je te dirai. Tu vas retirer la plainte que tu as sûrement déjà déposée et tu vas dire que tout était un malentendu. Non, lui ai-je simplement répondu. Comment ça, non? Je ne signerai rien. Je ne retirerai aucune plainte et je ne serai plus complice de tes vols. Ivan m'a regardé avec une rage que je n'avais jamais vue. C'était comme s'il avait enfin enlevé tous ses masques et me montrait sa vraie nature. Très bien, m'a-t-il dit avec un calme qui m'a fait plus peur que ses cris. Si tu veux jouer comme ça, on va jouer. Mais je te préviens d'une chose, quand j'en aurai fini avec toi, tu regretteras d'être né. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Ivan s'est enfermé dans sa chambre, mais je l'ai entendu parler au téléphone pendant des heures. Je ne savais pas ce qu'il préparait, mais je savais que je devais me préparer au pire. À 3 heures du matin, j'ai entendu un bruit étrange dans le jardin. Je me suis penché à la fenêtre et j'ai vu une silhouette se déplacer entre les buissons. C'était Claribel et elle semblait installer quelque chose près de ma fenêtre. Le lendemain, j'ai compris ce qu'elle avait fait. Elle avait placé une petite caméra de sécurité pointée vers ma maison, cachée parmi les plantes. Ma voisine savait que quelque chose de grave se passait et elle documentait tout. Le lendemain s'est levé gris et pluvieux, comme si le temps reflétait la tempête qui s'annonçait dans ma vie. Ivan s'est levé plus tôt que d'habitude, à 5 heures du matin. Je l'ai entendu se déplacer dans la maison, parler au téléphone à voix basse, préparer quelque chose qui me mettait les nerfs à vif. Quand je suis descendu à la cuisine, il était déjà habillé de son plus beau costume, le noir qu'il mettait pour les réunions les plus importantes. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, sa cravate impeccable. Il avait l'air de l'exécutif à succès que tout le monde croyait voir, pas du monstre qui vivait sous mon toit. Bonjour, maman, m'a-t-il dit d'une voix étrangement douce, presque chantante. J'espère que tu as bien dormi. Cette douceur m'a donné la chair de poule. Je connaissais assez mon fils pour savoir que quand il se montrait aimable, c'était qu'il préparait quelque chose de terrible. Oui, ai-je menti, en lui servant son café comme tous les jours. Tant mieux, a-t-il dit en souriant d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Parce qu'aujourd'hui va être un jour très spécial. J'ai réfléchi toute la nuit à notre conversation d'hier. Il s'est assis à table et a commencé à déjeuner tranquillement, comme si nous étions une famille normale. Mais il y avait quelque chose dans son attitude qui me mettait en alerte. J'ai décidé que tu as raison, a-t-il continué. Peut-être que j'ai été trop dur avec toi. Après tout, tu es ma mère et tu mérites du respect. Ces mots m'ont complètement déstabilisé. Ivan admettant qu'il avait eu tort, demandant pardon. C'était tellement contraire à son caractère que j'ai tout de suite su que c'était un piège. Il a continué à parler en tartinant du beurre sur son pain. Aujourd'hui, nous allons aller ensemble à la banque. Nous allons régler tout ce malentendu avec mon entreprise. Tu vas expliquer que tu as autorisé tous les virements, que tu savais exactement ce qui se passait avec ton argent. Voilà, la vraie raison de sa fausse gentillesse. Je ne ferai pas ça, Ivan, lui ai-je dit en essayant de garder une voix ferme. Son sourire s'est lentement effacé. Bien sûr que tu vas le faire, maman, parce que si tu ne le fais pas, il va se passer des choses très désagréables. Tu me menaces? Non, maman, dit-il en finissant son café. Je t'explique la réalité. Regarde autour de toi, cette maison, cette table où tu déjeunes, le lit où tu dors, la nourriture que tu manges. Tout ça est possible parce que je le permets. Et si je ne le permets plus?
Il a laissé la phrase en suspens, mais le message était clair. Il allait me mettre à la rue si je n'obéissais pas. En plus, a-t-il ajouté en sortant son téléphone, j'ai pensé à appeler quelques médecins que je connais. Des médecins spécialisés dans les personnes âgées avec des problèmes mentaux, la démence sénile. Tu sais, c'est très triste quand les mères commencent à inventer des histoires, à accuser leur propre fils de choses terribles. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Il ne me menaçait pas seulement de m'expulser de la maison, mais aussi de me faire passer pour folle, incapable, pour que personne ne croie mon témoignage. Il y a plusieurs témoins qui peuvent confirmer ta santé mentale détériorée, a-t-il poursuivi d'une voix froide et calculatrice. Paola, par exemple. Hier, je lui ai justement dit à quel point tu es confus ces derniers temps. Les amis qui sont venus déjeuner ont aussi remarqué quelque chose d'étrange chez toi. C'était faux, mais il était si convaincant que, pendant un instant, j'ai douté de ma propre lucidité. C'est ainsi que fonctionnait sa manipulation. Il me faisait douter de tout, même de ma propre perception de la réalité. Donc, nous allons à la banque à 10 heures, a-t-il dit en se levant de table. Tu vas mettre ta plus belle robe, tu vas te faire belle et tu vas sourire pendant que tu signeras tous les papiers qu'on te mettra devant. Compris? Je ne lui ai pas répondu. J'ai simplement commencé à débarrasser les assiettes du petit déjeuner en essayant de gagner du temps pour réfléchir. Je te parle, a-t-il crié, et toute trace de sa fausse gentillesse a disparu. Compris, ai-je murmuré en me détestant d'être si lâche. Ivan est parti à son bureau, mais avant de sortir il m'a averti. N'aie surtout pas l'idée de sortir de cette maison, n'aie pas l'idée de parler au téléphone avec qui que ce soit. Je reviens à 9h30 pour t'emmener à la banque. Dès que la porte s'est refermée, je me suis effondré sur une chaise de la cuisine et j'ai commencé à pleurer. Pas des larmes de tristesse, mais de la rage pure, de la rage contre lui, mais surtout contre moi-même d'avoir laissé les choses arriver à ce point. Je suis resté comme ça quelques minutes jusqu'à ce que j'entende un léger coup frapper à la porte arrière de la cuisine. C'était Claribel, avec une expression d'urgence sur le visage. « Monica, ouvre-moi vite », a-t-elle chuchoté à travers la vitre. C'est important. J'ai ouvert la porte et elle est entrée rapidement, regardant partout pour s'assurer que nous étions seuls. J'ai tout entendu, m'a-t-elle dit sans préambule. J'ai la caméra installée près de ta fenêtre de cuisine. J'ai tout enregistré de la conversation que tu as eue avec ton fils. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Tout. Les menaces. Le chantage, la façon dont il t'a parlé. J'ai la preuve qu'il te force à mentir sur l'argent volé. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti une étincelle d'espoir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Claribel a souri. J'ai une amie qui travaille au parquet, elle s'appelle Brenda et elle est spécialisée dans les cas de violence domestique et de fraude financière, mais j'ai besoin que tu viennes avec moi tout de suite. Je ne peux pas, ai-je dit en sentant la peur me reprendre. Ivan m'a dit de ne pas sortir de la maison. S'il l'apprend. Monica, m'a dit Claribel en me prenant les mains. Écoute-moi bien. Si tu vas à cette banque aujourd'hui et que tu signes ces papiers, ton fils va être blanchi de toute charge. Il va continuer à voler de l'argent et à te maltraiter. Mais en plus, toi tu vas passer pour complice volontaire de ces vols. Elle avait raison. Si je signais ces papiers, je perdrais non seulement ma dignité, mais je deviendrais aussi criminel aux yeux de la loi. Mais si je n'y vais pas, ai-je dit d'une voix tremblante, il va mettre ses menaces à exécution. Il va me mettre à la porte, dire que je suis folle, il va. Il ne pourra rien faire de tout ça, m'a interrompu Claribel. Parce que nous allons déposer les preuves avant qu'il puisse agir. Brenda m'a dit qu'avec les enregistrements que j'ai, ils peuvent l'arrêter immédiatement. J'ai regardé l'heure, il était 8h30. Ivan reviendrait dans 1 heure. Tu es sûr que ton ami peut m'aider? Totalement sûr. Mais il faut partir maintenant, Monica. C'est notre seule chance. J'ai pris une décision qui allait changer ma vie pour toujours. Je suis allé dans ma chambre, j'ai pris mon sac avec mes documents les plus importants et je suis sorti de cette maison avec Claribel. En marchant vers sa voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 3 ans, du courage. Pour la première fois, je reprenais le contrôle de ma propre vie. Le bureau du parquet était un bâtiment public typique, avec de longs couloirs et de petits bureaux. Brenda s'est révélée être une femme d'une 40aine d'années,
avec un regard intelligent et une manière de parler qui inspirait confiance. Madame Rivera, m'a-t-elle dit après avoir écouté les enregistrements apportés par Claribel. Ce que fait votre fils constitue plusieurs délits, violence domestique, fraude financière, chantage et tentative d'entrave à la justice. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé. Ça veut dire qu'on peut l'arrêter dès aujourd'hui, a répondu Brenda. Mais j'ai besoin que vous déposiez une plainte formelle pour tous ces délits. Êtes-vous prête à le faire? J'ai regardé l'heure. Il était 9h15. Dans 15 minutes, Ivan arriverait à la maison pour m'emmener à la banque. Quand il verrait que je n'y étais pas, sa rage serait incontrôlable. Oui, ai-je dit, sentant ma voix devenir plus ferme. Je suis prête à déposer plainte. Brenda a souri. Parfait. Pendant que vous complétez les documents, je vais coordonner avec la police pour qu'ils aillent arrêter votre fils. Vous savez où il se trouve en ce moment? Il doit être en train d'arriver chez moi, ai-je dit. Il a dit qu'il me prendrait à 9h30. Mieux, a dit Brenda en prenant son téléphone. C'est plus facile de l'arrêter dans un lieu connu. Pendant que je remplissais les formulaires de plainte, Brenda coordonnait avec la police. Claribel est restée avec moi tout le temps, me tenant la main, me donnant de la force. Tu es sûre de toi, Monica, m'a-t-elle demandé. Une fois qu'on signe ces papiers, on ne peut plus revenir en arrière. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de ma vie, lui ai-je répondu. À 10h30, le téléphone de Brenda a sonné. C'était la police confirmant qu'ils avaient arrêté Ivan chez moi. Ils l'avaient trouvé en train de hurler comme un fou, de casser des choses, me cherchant partout dans la maison. Il est en garde à vue, m'a dit Brenda. Les charges sont graves. Il est très probable qu'il ne puisse pas sortir sous caution. J'ai senti comme si on m'enlevait un poids de 1000 livres des épaules. Pour la première fois depuis 3 ans, je savais que j'allais dormir sans peur cette nuit-là. Quand nous sommes revenus chez moi cet après-midi-là, l'endroit ressemblait à un champ de bataille. Ivan avait détruit pratiquement tout ce qu'il avait trouvé sur son passage avant que la police ne l'arrête. Les coussins du canapé étaient déchirés. Il y avait de la vaisselle cassée partout sur le sol de la cuisine et les photos de famille qui pendaient au mur étaient en morceaux. Oh mon Dieu, a murmuré Claribel en regardant la destruction. Comment a-t-il pu faire tout ça en si peu de temps? Je connaissais la réponse. Je connaissais la fureur aveugle d'Ivan quand les choses ne se passaient pas comme il le voulait. J'avais déjà vu cette rage, mais jamais dirigée contre des objets. D'ordinaire, c'était moi la cible de sa colère. Brenda, qui était venue avec nous pour documenter les dégâts, prenait des photos de tout. Ça va servir de preuve supplémentaire de son comportement violent, m'a-t-elle expliqué. Destruction de biens pendant un accès de rage. Le juge verra exactement de quel genre de personne est votre fils. Pendant que nous nettoyions les morceaux de verre et que nous ramassions les restes de ma vie d'avant, mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. C'était un numéro inconnu. Ne réponds pas, m'a averti Brenda. C'est probablement lui qui appelle depuis la prison. Laisse aller sur la messagerie vocale. En effet, quand j'ai écouté les messages, c'était la voix d'Ivan, mais elle sonnait complètement différente. Ce n'était plus le monstre menaçant du matin, c'était l'enfant apeuré qu'il jouait quand il voulait me manipuler. Maman, disait sa voix brisée dans l'enregistrement. Maman, s'il te plaît, viens me sortir d'ici. C'était tout un malentendu. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Tu sais que je t'aime, que tu es la chose la plus importante de ma vie. S'il te plaît, maman, ne me laisse pas pourrir dans cette prison. Je suis ton fils unique. Il avait laissé 5 messages semblables, chacun plus désespéré que le précédent. Dans le dernier, il pleurait même. Ça fait partie de sa stratégie de manipulation, m'a expliqué Brenda. D'abord la violence et les menaces, maintenant la victimisation et la culpabilisation. C'est un schéma typique chez les agresseurs. Même si je comprenais rationnellement ce qui se passait, entendre mon fils pleurer me brisait le cœur. Pendant 35 ans, il avait été mon bébé, ma raison de vivre. Il était difficile de séparer le monstre qu'il était devenu de l'enfant qu'il avait été. Ça va, m'a demandé Claribel en voyant mon expression. C'est compliqué, ai-je admis. Je sais que j'ai fait ce qui était juste, mais ça reste mon fils. Cette nuit-là, Claribel a insisté pour que je reste chez elle. Ta maison n'est pas sûre maintenant, m'a-t-elle dit. Ivan a des amis, peut-être Paola.
Quelqu'un pourrait venir chercher à se venger. Elle avait raison. Dans les messages vocaux, Ivan avait mentionné que Paola gérait la situation de l'extérieur. Je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire, mais j'avais peur de le découvrir. La maison de Claribel était petite, mais chaleureuse. Il y avait une chambre d'amis avec un lit simple et un petit bureau. C'était la chambre de ma fille avant qu'elle se marie, m'a-t-elle expliqué. Maintenant, elle est à toi tant que tu en auras besoin. Pour la première fois depuis 3 ans, je me suis couché sans peur. Je n'avais pas à m'inquiéter des pas d'Ivan dans le couloir, ni de ses cris nocturnes, ni de me réveiller avec des coups. C'était une sensation étrange, presque troublante. La paix aussi peut faire peur quand on n'y est pas habitué. Le lendemain, Brenda m'a appelé tôt avec des nouvelles. L'audience de caution d'Ivan est aujourd'hui à 14 heures, m'a-t-elle informé. Le juge va décider s'il peut sortir de prison en attendant le procès. Quelles sont les chances qu'il soit libéré, ai-je demandé en sentant la peur revenir. Avec les preuves que nous avons, très faibles, mais j'ai besoin que tu viennes témoigner à l'audience. Ton témoignage sera crucial pour que le juge comprenne le danger qu'il représente. L'audience s'est tenue dans une petite salle du tribunal. Ivan était assis à la table des accusés, vêtu de l'uniforme orange des prisonniers. Quand il m'a vu entrer, son expression a complètement changé. Ce n'était plus l'enfant repentant des messages vocaux. C'était de la rage pure contenue. Paola était assise sur les bancs du public, élégamment habillée comme toujours, mais elle paraissait amaigrie, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a surprise. De la honte. Le juge était un homme d'environ 60 ans, au regard sérieux mais juste. Il a examiné tous les documents avant de commencer. Madame Rivera, m'a-t-il dit quand ce fut mon tour de témoigner. Racontez-moi avec vos propres mots ce que vous avez vécu chez vous ces dernières années. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à parler. Je leur ai raconté les coups, le contrôle de mon argent, les menaces, l'humiliation constante. Ma voix se brisait parfois, mais j'ai continué à parler. Quand j'ai mentionné les 50 000 $ volés, j'ai vu Ivan se raidir sur sa chaise. Son avocat, un jeune homme en costume coûteux, essayait d'objecter sans cesse, mais le juge le faisait taire. « Et qu'est-ce que votre fils vous a dit hier matin à propos de votre témoignage ?» a demandé le juge. Il m'a menacé de me faire déclarer mentalement incapable si je ne mentais pas pour lui. Il m'a dit qu'il me mettrait à la rue, que je me retrouverais sans rien. Le juge a examiné les enregistrements réalisés par Claribel. Il les a écoutés en entier, avec un casque, pendant que toute la salle attendait en silence. Monsieur Ivan Rivera, a dit le juge lorsqu'il a terminé. Les preuves présentées montrent un schéma clair de violence domestique, de fraude financière et d'intimidation de témoins. Compte tenu de la gravité des charges et du risque que vous représentez pour la victime, la demande de mise en liberté sous caution est rejetée. Vous resterez détenu jusqu'à la date du procès. Ivan a explosé. C'est une injustice, a-t-il crié en se levant. Cette vieille folle invente tout. Je suis un citoyen respectable. J'ai des droits. Les gardes ont dû le maîtriser tandis qu'il continuait de hurler. Tu vas le regretter, maman. Quand je sortirai d'ici, je te ferai payer chaque jour passé dans cette prison. Ces menaces ont résonné dans toute la salle, confirmant exactement ce que j'avais témoigné sur son caractère violent. Après l'audience, Paola s'est approchée de moi dans les couloirs du tribunal. Madame Rivera, m'a-t-elle dit d'une voix tremblante. J'ai besoin de vous parler. Brenda et Claribel se sont tendues, mais je leur ai fait signe que c'était bon. Qu'est-ce que tu veux, Paola, lui ai-je demandé. Je veux vous demander pardon, a-t-elle dit, et pour la première fois depuis que je la connaissais, sa voix sonnait sincère. Je savais que quelque chose n'allait pas dans cette maison. J'entendais des cris, je voyais vos bleus, je remarquais comme vous vous rétractiez chaque fois qu'il haussait la voix. Et pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Parce que j'avais peur, a-t-elle admis. Ivan m'avait menacé aussi. Il m'a dit que si jamais je le trahissais, il détruirait ma carrière, ma réputation. Et j'ai été lâche. Je vous ai laissé souffrir seul parce que j'avais peur de perdre ma vie confortable. Ses yeux se sont remplis de larmes. Quand ils l'ont arrêté hier, j'ai trouvé des documents dans son bureau à la maison. Non seulement il avait volé de l'argent à son entreprise, mais il avait aussi volé sur mon compte personnel. Nous sommes mariés depuis 2 ans et je ne me suis jamais rendu compte que c'était un escroc. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, lui ai-je demandé.
Je vais divorcer immédiatement, a-t-elle dit avec détermination, et je vais témoigner contre lui au procès. J'ai déjà parlé avec une avocate. Je veux collaborer avec le parquet pour qu'il paie pour tout ce qu'il nous a fait. Quand nous sommes sortis du tribunal, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Une véritable espérance. Je n'avais pas seulement réussi à échapper à mon fils, mais j'avais maintenant des alliés dans ma lutte pour la justice. Cet après-midi-là, tandis que nous retournions chez Claribel, Brenda m'a donné d'autres bonnes nouvelles. L'entreprise où travaillait Ivan veut trouver un accord, m'a-t-elle informé. Ils sont prêts à ne pas déposer de charges supplémentaires contre vous si vous collaborez à la restitution de l'argent volé. De plus, en reconnaissance du fait que vous avez été victime d'une fraude, ils vont vous verser une indemnisation de $20,000. $20,000 représentait plus d'argent que je n'en avais eu à disposition ces 3 dernières années. Et ma maison, ai-je demandé. Ivan a dit qu'elle était aussi à son nom. Nous avons vérifié les documents, a dit Brenda en souriant. Votre fils a menti. L'acte est toujours uniquement à votre nom. Il a falsifié certains papiers, mais légalement la maison est entièrement à vous. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à entrevoir un avenir possible. Un avenir où je pourrais vivre sans peur, où je pourrais prendre mes propres décisions, où je pourrais être maîtresse de ma propre vie. Mais je savais aussi que Ivan n'allait pas abandonner facilement. Ses menaces pendant l'audience avaient été claires. Cette guerre ne faisait que commencer. 3 semaines après l'arrestation des Ivan, ma vie avait complètement changé, mais pas comme je l'avais imaginé. Même si j'étais physiquement en sécurité chez Claribel, psychologiquement je restais sa prisonnière. J'avais développé une paranoïa constante qui me tenait éveillé la plupart des nuits. Chaque bruit me faisait sursauter, chaque voiture qui s'arrêtait devant la maison me faisait courir à la fenêtre. Chaque appel téléphonique inconnu me provoquait des crises d'angoisse. Brenda m'avait expliqué que c'était normal, qu'après des années d'abus, la peur ne disparaît pas du jour au lendemain. C'est un syndrome de stress post-traumatique, m'avait-elle dit. Votre esprit et votre corps sont habitués à vivre en alerte permanente. Il faudra du temps pour guérir. Mais il y avait plus que le simple traumatisme. Ivan avait réussi à faire parvenir des messages depuis la prison, des messages qui me glaçaient le sang. Le premier est arrivé par l'intermédiaire d'un autre avocat, qui n'était pas son représentant officiel. C'était une lettre manuscrite, avec l'écriture que je connaissais si bien. « Chère maman, disait-elle, j'espère que tu profites de ta petite victoire. J'espère que tu te sens très courageuse de m'avoir trahi. Mais je veux que tu saches une chose, ce n'est pas fini. Je sais des choses sur toi que personne d'autre ne sait. Des secrets que tu as gardés pendant 40 ans en travaillant dans ce cabinet. Des choses qui pourraient ruiner non seulement ta réputation, mais aussi ta liberté. » Mon cœur s'est arrêté quand j'ai lu ces lignes. Quel secret! Pendant mes 40 années comme secrétaire chez Morrison & Associates, j'avais manipulé des informations confidentielles, bien sûr, mais je n'avais jamais rien fait d'illégal. Tu te souviens de l'affaire Williams contre l'État? Maman, celle d'il y a 15 ans. J'ai trouvé les documents que tu as cachés, ceux que tu as modifiés pour aider Monsieur Morrison à gagner cette affaire à millions. Des documents qui, s'ils sortent au grand jour, pourraient t'envoyer en prison pour obstruction à la justice. Mes mains se sont mises à trembler violemment. Je me souvenais vaguement de l'affaire Williams. Ça avait été une affaire difficile où le cabinet représentait une entreprise pharmaceutique accusée d'avoir caché des effets secondaires mortels d'un médicament. Morrison m'avait demandé d'organiser certains documents, de supprimer certains mémos qui pouvaient nuire à son client. J'avais pensé que c'était normal, que ça faisait partie de mon travail de secrétaire. Je n'avais jamais pleinement compris les implications juridiques de ce que j'avais fait, mais Ivan avait raison. Techniquement, j'avais altéré des éléments de preuve dans une affaire judiciaire. J'ai des copies de tout, maman. Et si tu ne retires pas les charges contre moi, si tu ne viens pas demander pardon publiquement pour tes mensonges, ces documents arriveront entre les mains du parquet. Imagine les gros titres, secrétaire de 61 ans arrêté pour complicité dans la dissimulation de décès liés à des médicaments. Le reste de la lettre détaillait exactement comment il allait détruire ma vie si je n'obéissais pas. Il avait des contacts dans les médias. Il connaissait des journalistes qui paieraient bien pour une histoire de corruption judiciaire. Ma photo serait dans tous les journaux. Mon nom serait à jamais associé à un scandale. Quand Claribel m'a trouvé en larmes avec la lettre dans les mains, elle a immédiatement appelé Brenda. C'est du chantage évident,
a dit Brenda après avoir lu la lettre. Mais nous devons savoir si ces menaces ont un fondement. De quoi vous souvenez-vous exactement de l'affaire Williams? Je lui ai tout raconté de ce dont je me souvenais, y compris les instructions que m'avait données Morrison sur la réorganisation des documents. Saviez-vous que ce que vous faisiez pouvait être illégal? M'a-t-elle demandé. Non, ai-je répondu honnêtement. Je ne faisais que suivre des ordres. Morrison m'a dit que c'était une procédure normale pour protéger la confidentialité avocat-client. Brenda a soupiré. Juridiquement, l'ignorance n'est pas une excuse. Si vous avez réellement altéré des preuves, même sans intention criminelle, techniquement vous avez bien commis une infraction. Mon monde s'est écroulé encore une fois. Juste quand je pensais avoir échappé aux griffes des Ivan, il a trouvé une autre façon de me contrôler. Mais qu'est-ce que je fais? Ai-je demandé désespéré. Si je retire les charges, il sort libre et il me tue. Si je ne les retire pas, je vais en prison pour quelque chose que j'ai fait il y a 15 ans sans savoir que c'était illégal. D'abord, calmez-vous, m'a dit Brenda. Ensuite, nous allons enquêter exactement sur les documents que votre fils possède et comment il les a obtenus. Et troisièmement, nous allons chercher des moyens de réduire les dégâts juridiques s'il existe réellement des preuves contre vous. Les jours suivants furent un cauchemar d'enquête juridique. Brenda a travaillé avec une équipe d'avocats spécialisés dans les affaires anciennes pour réviser tout le dossier Williams. Pendant ce temps, je vivais dans un état de terreur constante, attendant à chaque instant qu'on vienne m'arrêter. Claribel a été mon salut pendant ces semaines sombres. Elle ne m'a pas seulement donné refuge chez elle, elle est devenue la sœur que je n'avais jamais eue. Chaque soir, elle s'asseyait avec moi pendant que je pleurais, me préparait du thé à la camomille pour m'aider à dormir et me rappelait sans cesse que je n'étais pas seul. Quoi qu'il arrive, me disait-elle, nous allons l'affronter ensemble. Tu n'es plus cette femme effrayée qui vivait sous le terrorisme de son fils. Mais moi, je me sentais exactement comme cette femme effrayée. Ivan avait réussi ce qu'il voulait, me ramener à l'état de peur et de désespoir qui avait été ma vie pendant 3 ans. Une semaine plus tard, la deuxième lettre arriva, encore plus cruelle que la première. Je vois que tu n'as pas appris la leçon, maman. Je vois que tu continues à croire que tu peux me défier. Très bien. Maintenant, tout le monde va découvrir quel genre de personne tu es vraiment. Avec la lettre, il y avait une enveloppe contenant des photographies. Des photos de documents, en effet, des mémos internes du cabinet Morrison y associatent avec mon écriture, où j'avais noté des choses dans les marges, des dates modifiées, des pages manquantes dans les dossiers originaux. Ces photos seront entre les mains du journal demain soir si tu ne viens pas me rendre visite à la prison avant vendredi. Tu viens seul, sans avocat, sans témoin et tu apportes une lettre signée demandant le retrait de toutes les charges contre moi, parce que tout cela était un malentendu causé par ta détérioration mentale. Ma détérioration mentale. Encore une fois, cette accusation qui me glaçait le sang. Si tu ne viens pas, non seulement ces photos apparaîtront dans les journaux, mais ils verront aussi les enregistrements. Les enregistrements? Quels enregistrements? Tu croyais que je ne savais pas que tu avais installé des caméras dans la maison? Maman, tu me prenais pour un idiot? Moi aussi j'ai des enregistrements. Des enregistrements de toi acceptant de l'argent en liquide de clients du cabinet. De l'argent que tu n'as jamais déclaré comme revenu. Évasion fiscale, maman. Encore 15 ans de prison. Cette fois, ce n'était pas seulement du chantage, c'était une guerre psychologique totale. Ivan s'était préparé à cette situation depuis des mois, peut-être des années. Il avait rassemblé des preuves, planifié chaque mouvement, anticipé ma rébellion. Quand Brenda a lu la deuxième lettre, son expression est devenue très sérieuse. Monica, j'ai besoin que vous me disiez toute la vérité sur votre temps passé au cabinet. Tout ce que vous avez pu faire, toute situation irrégulière, tout argent que vous avez reçu en dehors de votre salaire. Je lui ai raconté les primes de Noël en liquide que Morrison me donnait chaque année, de l'argent que je n'ai jamais déclaré parce que je pensais que c'était des cadeaux personnels. Je lui ai raconté les fois où des clients reconnaissants m'avaient donné des pourboires pour des services spéciaux, de l'argent que je n'ai pas déclaré non plus parce que je ne savais pas que je devais le faire. Au total, de combien d'argent parlons-nous en 40 ans, m'a-t-elle demandé. Peut-être 1000 $, ai-je dit avec honte. Brenda a calculé rapidement. Avec les intérêts et les pénalités, on parle d'une dette fiscale d'environ 40 000 $. Mais le plus grave, c'est que techniquement, c'est bien de l'évasion fiscale. Mon fils avait construit un piège parfait. Si je le dénonçais, il me détruisait avec des preuves de mes propres erreurs.
Si je ne le dénonçais pas, il restait libre pour continuer à me maltraiter et voler de l'argent. Il y a une troisième option, m'a dit Brenda après y avoir longuement réfléchi. Une option à laquelle aucun de vous deux ne s'attend. Laquelle? Que nous prenions de l'avance sur lui, que nous confessons volontairement toutes vos erreurs avant qu'il ne puisse les utiliser comme chantage, et que nous utilisions cette confession pour montrer que votre fils est un maître manipulateur qui exerce même depuis la prison un contrôle psychologique sur ses victimes. C'était un pari risqué. Cela signifiait admettre publiquement que j'avais commis des délits, affronter de possibles conséquences légales, m'exposer à l'humiliation publique. Mais cela signifiait aussi enlever à Ivan son arme principale, le secret. Si nous faisons ça, continua Brenda, votre fils perd tout pouvoir sur vous. Il ne peut plus vous faire chanter parce qu'il n'y a plus rien à cacher. J'ai regardé par la fenêtre vers ma maison, toujours vide et détruite de l'autre côté de la rue. Cette maison représentait mon passé, mes erreurs, mes peurs, mais elle représentait aussi mon avenir, ma liberté, mon opportunité de recommencer. Faisons-le, ai-je dit enfin. Je suis fatigué de vivre dans la peur. Je suis fatigué que mon fils contrôle ma vie depuis une cellule de prison. Brenda a souri. Demain, nous allons donner à Ivan la surprise de sa vie. Le jour où nous avons décidé de contre-attaquer est arrivé plus vite que je ne l'imaginais. Brenda avait organisé une conférence de presse pour 14 heures, où je confesserai volontairement toutes mes erreurs du passé avant que Ivan ne puisse les utiliser contre moi. C'était une stratégie risquée, mais c'était notre seule chance de reprendre le contrôle de la situation. Ce matin-là, je me suis réveillé avec une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pour la première fois depuis l'arrestation d'Ivan, je n'avais pas peur. J'avais pris une décision qui changerait ma vie pour toujours et étrangement, je me sentais en paix avec elle. Claribel m'a aidé à me préparer. J'ai mis ma robe grise la plus sérieuse, celle que je portais pour les occasions formelles quand je travaillais au cabinet. Je me suis maquillé légèrement, juste assez pour ne pas paraître trop fatigué, mais sans chercher à cacher qui j'étais vraiment. « Tu es sûre de toi, Monica ?» m'a demandé Claribel pour la 5e fois ce matin-là. « Une fois que tu diras ces mots en public, tu ne pourras plus revenir en arrière. »« J'en suis complètement sûr, » ai-je répondu, et la fermeté de ma propre voix m'a surprise. Pendant 3 ans, j'ai vécu prisonnière dans ma propre maison par peur des conséquences. Je ne vais pas continuer à être prisonnière de mes erreurs du passé. À midi, Brenda m'a appelé avec des nouvelles inattendues. « Monica, quelque chose d'extraordinaire vient d'arriver. Rafael Mendoza, le patron d'Ivan dans l'entreprise, veut te parler avant la conférence de presse. » Rafael était l'homme qui avait découvert les vols d'Ivan, celui qui était devenu livide en apprenant la vérité. Je ne comprenais pas pourquoi il voulait me parler. Nous nous sommes retrouvés dans le bureau de Brenda. Rafael était un homme d'environ 55 ans, aux cheveux gris et à la présence qui inspirait le respect. Quand il m'a vu entrer, il s'est levé immédiatement de son siège. « Madame Rivera », m'a-t-il dit d'une voix chaleureuse mais sérieuse. « D'abord, je veux vous présenter mes excuses. Si j'avais mieux supervisé Ivan, si j'avais prêté attention aux signaux d'alerte, peut-être que nous aurions pu éviter que vous souffriez autant. » Ces mots m'ont surprise. Vous n'aviez aucun moyen de savoir ce qui se passait dans ma maison. Peut-être pas, a dit Raphaël en s'asseyant en face de moi, mais j'avais un moyen de savoir que quelque chose d'étrange se passait avec les finances de l'entreprise. Les vols de votre fils n'ont pas commencé il y a 6 mois, mais il y a 2 ans. Mon cœur s'est arrêté. 2 ans? 2 ans, confirma Raphaël. De petites sommes au début, si petites que nous les avons attribuées à des erreurs de comptabilité. Mais quand nous avons commencé à enquêter après votre plainte, nous avons découvert qu'il avait volé systématiquement pendant longtemps. Brenda s'est penchée en avant. De combien d'argent parlons-nous en tout? 130 000 $, a dit Raphaël. Et qui sont allés directement sur des comptes contrôlés par lui, y compris le compte bancaire de sa mère. J'ai eu la nausée. Je n'avais pas seulement été victime d'abus physiques et psychologiques, j'avais aussi été l'outil involontaire d'un vol massif pendant 2 années entières. Mais il y a plus, continua Raphaël. Quand Ivan a été arrêté, notre service juridique a décidé d'enquêter plus profondément. Nous avons découvert qu'il avait falsifié des rapports, manipulé des contrats, et même vendu des informations confidentielles de l'entreprise à des concurrents. Pourquoi me racontez-vous cela, ai-je demandé. Raphaël a souri pour la première fois depuis le début de la conversation. Parce que nous voulons vous offrir un travail, Madame Rivera.
Un travail. Pendant notre enquête, nous avons revu votre parcours professionnel. 40 ans chez Morrison & Associates. Référence impeccable. Expérience sur des affaires complexes. Nous avons besoin de quelqu'un avec votre expérience pour nous aider à reconstruire tout ce que votre fils a détruit. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Au lieu de faire face à des arrestations et à l'humiliation publique, on m'offrait une chance de recommencer. Le salaire sera de $4 000 par mois, continua Raphaël, plus des avantages santé et une compensation spéciale de $50 000 en reconnaissance du tort que nous vous avons causé involontairement. $4 000 par mois, c'était plus de 3 fois ma pension actuelle, et $50 000 de compensation. Soudain, mon avenir n'avait plus l'air si désespéré. Mais il y a une condition, ajouta Raphaël. Nous avons besoin que vous témoigniez au procès contre votre fils. Votre témoignage sera crucial pour s'assurer qu'il paie pour tous ses crimes, pas seulement ceux commis contre vous. Bien sûr, ai-je dit sans hésiter. Je ferai tout ce qui est nécessaire. À 14 heures, la salle de presse était pleine de journalistes, de caméras et de micros. Brenda avait invité tous les médias locaux en leur expliquant qu'une victime de violences domestiques ferait une déclaration importante sur un chantage depuis la prison. Quand je me suis assise face aux caméras, j'ai ressenti une peur différente de celle que j'avais vécue pendant des années. Ce n'était pas la peur des Ivan, ni la peur des coups ou des menaces, c'était la peur de la liberté, la peur de la responsabilité d'être maîtresse de ma propre vie. Je m'appelle Monica Rivera, ai-je commencé en regardant directement les caméras. J'ai 61 ans et, ces 3 dernières années, j'ai été victime de violences domestiques de la part de mon fils Ivan Rivera. J'ai raconté toute mon histoire, les coups, le contrôle de mon argent, les menaces, le vol systématique de mon argent. Mais j'ai aussi raconté la partie que Ivan espérait que je garde secrète. Pendant mes 40 ans comme secrétaire au cabinet Morrison & Associates, j'ai commis des erreurs, ai-je dit, sentant ma voix devenir plus ferme à chaque mot. Des erreurs que je ne savais pas illégales à l'époque, mais que je reconnais maintenant comme telles. J'ai expliqué l'affaire Williams, les documents modifiés, l'argent non déclaré, tout. Je n'ai rien caché. Mon fils a découvert ses erreurs et il les utilise pour me faire chanter depuis la prison. Il m'a menacé de m'exposer publiquement si je ne retirais pas les charges contre lui. Aujourd'hui, je suis ici pour lui enlever cette arme. Je préfère faire face aux conséquences de mes erreurs que de rester victime de sa manipulation. La salle était totalement silencieuse. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement. Les caméras enregistraient chaque mot. Je veux adresser un message à toutes les femmes maltraitées par leur fils, leur mari ou leur partenaire, ai-je continué. Le chantage émotionnel, le contrôle financier, les menaces de vous exposer. Ce sont toutes des formes d'abus. Ne laissez pas la peur du jugement public vous garder prisonnière. La liberté vaut plus que la réputation. Après la conférence de presse, Brenda m'a informé que le parquet avait décidé de ne pas porter d'accusation contre moi pour les erreurs du passé. Votre confession volontaire, combinée au fait que vous avez été victime de chantage, fait que vous êtes plus utile comme témoin que comme accusé, m'a-t-elle expliqué. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, je suis rentré dormir dans ma propre maison. Claribel a insisté pour rester avec moi les premières nuits jusqu'à ce que je me sente complètement en sécurité. En me couchant dans mon propre lit, dans ma propre maison, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 3 ans, le contrôle total de ma propre vie. Ivan était toujours en prison, faisant face à de multiples charges qui, probablement, le garderaient là pendant de nombreuses années. Ces chantages avaient perdu tout pouvoir, car je n'avais plus de secret à cacher. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro de la prison, mais cette fois je n'ai pas eu peur de répondre. Maman, c'était la voix d'Ivan, mais elle sonnait complètement vaincue. J'ai vu ta conférence de presse aux informations. Et qu'est-ce que tu en penses, lui ai-je demandé avec un calme qui m'a surprise. Tu as tout détruit, m'a-t-il dit, mais sans colère, seulement avec une profonde tristesse. Tu as détruit ma dernière chance de sortir d'ici. Non, Ivan, lui ai-je répondu. Tu as détruit cette chance quand tu as décidé de faire de ta mère ta victime. Il y a eu un long silence à l'autre bout de la ligne. Est-ce que tu me pardonneras un jour, a-t-il finalement demandé. Un jour, lui ai-je dit honnêtement, quand tu paieras pour ce que tu as fait, quand tu chercheras une vraie aide pour changer, quand tu comprendras le mal que tu as causé, un jour je pourrai te pardonner, mais je n'oublierai jamais. J'ai raccroché et j'ai éteint le téléphone. Demain, je commencerai mon nouveau travail, ma nouvelle vie.
Mais cette nuit-là, je voulais simplement dormir en paix dans ma propre maison, sans peur, sans menace, sans chantage. Pour la première fois en 3 ans, j'étais complètement libre. Et même si le chemin avait été douloureux, même si j'avais dû affronter publiquement mes propres erreurs, même si j'avais perdu pour toujours la relation avec mon fils, je savais que j'avais pris la bonne décision. Ivan avait appris que les victimes peuvent devenir fortes, que les secrets perdent leur pouvoir quand on les met en lumière, et que la justice, même tardive, finit par arriver. Et moi, j'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre ta vie en main, peu importe le nombre d'années passées dans l'ombre. C'était mon histoire de libération. Une histoire que j'espère inspirera d'autres femmes à briser leurs propres chaînes, peu importe qui les a mises.